Bonjour, je suis venu vous parler donc du rêve et de l'audace. Il nous plaît d'ailleurs que nos enfants aient des rêves. Et comme parents, nous voulons leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent un jour les réaliser. Attention, je précise, leurs rêves, pas les nôtres. N'allons pas reporter sur eux nos propres névroses en leur demandant d'y répondre. Mais qu'est-ce que ça signifie rêver? Car, enfin, ce n'est pas le propre de l'homme. Les animaux rêvent aussi, et peut-être plus que nous, parfois. Prenons l'opossum ou le tatou géant, qui sont les plus gros dormeurs. Ils peuvent rêver jusqu'à 6 heures, alors que nous, en moyenne, nous rêvons 2 heures par nuit. On peut se demander aussi à quoi ils rêvent. Un chat, par exemple. Peut-être de la souris qu'il n'a pas réussi à attraper aujourd'hui et qu'il attrape enfin dans son rêve. Mais justement, c'est peut-être ça qui distingue l'homme. C'est que nous ne saurons jamais rien du rêve des animaux, auquel manque la parole. Tandis que l'homme peut raconter ses rêves, et pas seulement sur un divan. Il peut les communiquer au dehors, et bien plus encore. Il peut avoir la volonté et l'audace de les réaliser pour de bon. Alors vous comprenez, tout pourrait se renverser par rapport à la manière dont nous a parlé Freud, et ce qu'il nous a appris sur les rêves. Le rêve, les rêves, ne seraient pas chargés uniquement de satisfaire nos désirs frustrés, ils auraient ce privilège étonnant de faire naître en nous des désirs auxquels nous n'aurions pas même pensé, que nous n'aurions pas même imaginé sans eux, et qui permettraient à quelques-uns de vouloir les satisfaire dans la réalité, quitte à transformer le monde pour qu'il en soit ainsi. Traverser l'Atlantique à la rame, battre un record, c'est-à-dire faire ce que jusqu'ici aucun homme n'avait réussi à faire. Penser un monde sans monnaie, sans argent, ne rêvons pas non plus, sans monnaie, et œuvrer pour cela. Réinventer le métier de paysan, après qu'on vous a répété 1000 fois qu'en France, il était devenu difficile, voire impossible d'en vivre. C'est ça qui est étonnant. C'est que l'homme n'a pas seulement des besoins fixés d'avance par son génome, comme on peut le supposer de l'abeille qui n'aspire qu'à se nourrir du nectar des fleurs. Il désire. Il n'a rien et il désire tout. Il désire des choses dont il n'est pas capable. Et c'est cela qui est étonnant. Et peut-être que le rêve, pour autant qu'on ne confonde pas avec le besoin, n'est que cela, désir de l'impossible. Telle serait alors la puissance du rêve que de nous permettre d'anticiper sur sa réalisation, de nous faire croire follement que l'impossible est possible, et de permettre à quelques-uns d'avoir l'audace de le tenter. Vous comprenez pourquoi il faudra penser ensemble le rêve et l'audace, car ce serait la plus grande vertu du rêve que de susciter des audacieux, sans quoi le rêve n'est qu'un songe, il n'aura été que mensonge. C'est cela qui doit nous inviter, en quelque sorte, à nous intéresser aussi à l'audace. Alors, on me présente comme philosophe, c'est trop d'honneur, évidemment, mais en même temps, les philosophes passent souvent pour être des doux rêveurs. Du temps même de Socrate, le poète comique Aristophane, dans la pièce Les Nuées, se moquait. Dans son pensoir, le philosophe est un peu perdu, même un peu fou, la tête dans les nuages. Et peut-être que je le suis aussi, un peu. En tout cas, assez pour me reprocher parfois ma distraction. Mais je suis aussi ici présent en tant que membre de la revue Esprit, laquelle revue s'est donnée pour tâche de comprendre le monde qui vient. Et pour autant, justement, elle m'invite de plus en plus à descendre dans la cité, à rejoindre le monde et non à m'en évader, et à affirmer qu'à la pensée, il faut toujours joindre la volonté, la persévérance, l'action, en un mot, l'audace. Car nous disions donc qu'il y avait deux manières de rêver. L'une qu'il faut encourager, qui incite à transformer nos rêves en réalité, et l'autre qu'il faut craindre, qui au contraire nous invite plutôt à prendre nos rêves pour des réalités. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette deuxième sorte de rêve qui domine. Car j'oublie de le dire, l'homme est paresseux. C'est-à-dire qu'il va toujours au plus court. Il choisit toujours le chemin le plus court.
Et le rêve, d'une certaine manière, c'est une façon de se satisfaire à bon marché. Or, les nouvelles technologies, avec ces moyens très puissants de communication, comme l'Internet, eh bien, nous ont rendus un peu paresseux. Elles nous ont plongés dans un monde virtuel où nos vies numériques ressemblent de plus en plus à un rêve éveillé. En tout cas, où rêve et réalité tendent à se confondre. Expliquons. Qu'est-ce que le réel? C'est ce qui nous résiste. Et qu'est-ce que le rêve? C'est quand plus rien ne nous résiste. Quand l'objet est obtenu par le désir aussitôt qu'il est imaginé, immédiatement. Parce que le réel n'est pas là pour s'opposer, qui nous obligerait à vouloir et à créer les moyens pour l'atteindre. C'est d'ailleurs ainsi que Bergson définissait le rêve. Le rêve, c'est la réalité moins la volonté. Or, à force de voir la réalité à travers nos écrans, eh bien, nous avons fini par oublier nos écrans. Et aussi qu'ils font écran et nous coupent quelque peu du réel. En sorte que nous sommes de plus en plus reliés à l'Internet et de moins en moins à notre entourage. Et les images qui nous parviennent, eh bien, ressemblent plus à des images oniriques qu'à des images proprement perçues. Car qu'est-ce que ça veut dire percevoir? Percevoir, dans la réalité toujours, c'est en même temps une invitation à agir. Quand je vois devant moi un verre d'eau, j'ai la possibilité de le saisir, de le porter à la bouche, bref, d'agir et d'étancher ma soif. Or, avec l'écran numérique, l'image est séparée de son prolongement moteur. C'est-à-dire qu'elle inhibe l'action au lieu de la provoquer, et donc modifie nos comportements. Et d'ailleurs, nous avons de plus en plus pris l'habitude de regarder sans agir, ou en tout cas en agissant le moins possible, comme par exemple faire ses courses sur Internet d'un simple clic. On pressent d'ailleurs que nos actions s'accompliront de plus en plus à travers l'Internet. Nous sommes devenus essentiellement, comme le dit Deleuze, des voyants. C'est-à-dire que par tous nos moyens télé, car télé en grec ça veut dire à distance, eh bien nous survolons le monde entier. Et nous voyons d'autant plus loin que nous ne pouvons pas réagir. On se souvient de cet homme politique français accusé de fraude fiscale pour ne pas avoir payé ses impôts, et qui, pour sa défense, expliquait qu'il souffrait de phobie administrative. J'avoue avoir ri, avoir souri à l'époque, comme tout le monde, mais à la réflexion, peut-être que c'était vrai. Je veux dire que de nouvelles pathologies, petites ou grandes, vont bientôt naître de nos vies numériques. Je vous conseille à cet égard le livre récent de Maël Renoir, qui écrit sur sa propre expérience de l'Internet. Le livre s'intitule « Fragments d'une mémoire infinie ». Le livre se dévore. Et l'auteur y évoque, entre autres, le cas d'un homme qui a trop navigué sur le web et pour qui certains gestes physiques sont devenus étranges, presque impossibles, complètement désemparés lorsqu'il s'agit de remplir un formulaire et de l'envoyer par la poste. Mais telle serait justement la situation nouvelle que la vie numérique nous a faite, qui fait que nous avons plus de mal à croire aux événements qui nous arrivent. Je veux dire, à croire vraiment à leur réalité. Et c'est justement ce qui nous porte aussi à admirer ceux qui ont encore l'audace de créer, qui ont encore l'audace d'inventer, qui savent que les objets techniques ne sont que de simples outils et non pas des objets magiques. Alors que faut-il attendre de la philosophie? Car je n'ai pas du tout voulu dire que nous n'agissions pas. Au contraire, jamais nous n'avons été aussi mobiles, agités. Dans l'accélération du monde, simplement, nous ne savons pas toujours très bien ce que nous faisons. La tête dans le guidon, avec la vitesse acquise, nous réagissons beaucoup plus que nous agissons, par à-coup, par impulsion. Autrement dit, le problème vient plutôt qu'il s'agit de penser ensemble le rêve et l'action, dans un juste équilibre. Et que là, le problème, c'est que nous n'agissons et ne rêvons, si je puis dire, que
par alternance, de façon alternée, et non pas ensemble. Alors que faut-il entendre par philosophie? Je vais peut-être ne pas me faire d'amis seulement, et je vous prie de m'en excuser, mais il ne faut pas attendre de la philosophie qu'elle vous promette justement de transformer vos rêves en réalité, comme le font d'innombrables livres consacrés au développement personnel et qui se vendent à des milliers d'exemplaires, du type « L'homme qui voulait être heureux » ou « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est pour moi un marché de dupes qui fleurit au fond sur le terreau de nos misères. Parce qu'à vrai dire, ces livres font le contraire de ce qu'ils promettent. Ils endorment. Ils alternent encore rêve et action, sans les articuler. Par exemple, quand on vous permet de surmonter vos anxiétés, d'avoir les moyens de vaincre vos anxiétés ou d'améliorer vos performances, au fond, il s'agit moins là de vous épanouir que de mieux épouser le monde tel qu'il va, sans le transformer. Ce serait en quelque sorte comme le yoga, comme le bouddhisme à l'occidental, peut-être aussi comme les antidépresseurs. La manière pour l'individu moderne de continuer sa vie frénétique sans en changer. Une sorte de complément indispensable, idéologique, de la dynamique libérale de nos sociétés modernes. Ce serait au fond comment aller bien dans un monde qui va mal. Eh bien, c'est justement cela qu'on ne doit pas attendre de la philosophie. Enfin, ne craignez rien, les philosophes se reconnaissent à ce qu'ils se vendent très peu. À part peut-être M. Onfray, pour parodier la chanson de Renaud. Alors, que doit être la philosophie? Vers quoi doit-elle tendre? Eh bien, justement, elle doit peut-être porter son regard vers ces personnalités remarquables qui ont eu l'énergie de transformer leurs rêves en réalité. Ces entrepreneurs, ces éducateurs, paysans, artisans, artistes, ingénieurs, tous, en quelque sorte, qui ont su, non pas alterner rêve et réalité, mais qui ont su faire passer continuellement leurs rêves dans la réalité, dans l'action, avec l'énergie de l'audace. Et c'est cet effort auquel aspire la revue Esprit, en réunissant historiens, philosophes, sociologues, juristes et tant d'autres. C'est-à-dire penser à égale distance d'un côté de l'esprit désincarné et de l'autre de la réaction compulsive. Et c'est ce que doit être aussi justement la philosophie. En tout cas, c'est l'effort qu'elle doit fournir. Elle ne doit surtout pas promettre le bonheur ici et maintenant. Elle ne doit pas davantage proclamer l'œil sec que le bateau coule, à part peut-être M. Onfray, s'il le veut. Elle doit d'abord se persuader, comme je le suis, qu'on ne peut aller bien qu'en faisant en sorte que le monde aille mieux. Et permettez-moi de conclure ainsi. La philosophie ne peut penser vrai, ne peut penser juste que si elle garde près du cœur, en même temps, le mot de Danton qu'il prononça un jour décisif devant l'Assemblée législative. Messieurs, et permettez-moi d'ajouter mesdames, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Je vous remercie.